À 68 ans, j'ai vendu l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien pour 58 millions d'euros. Pour fêter ça, j'ai emmené mon fils unique et sa femme dans le restaurant le plus chic de la ville. Il a souri. Il a porté un toast à mon succès. Et puis, quand il a cru que je ne regardais pas, il a essayé de me tuer. Ce que mon fils ignorait, c'est que quelqu'un d'autre observait. Et que ce simple avertissement silencieux allait déclencher un plan visant à démanteler son monde entier, pièce par pièce. Le restaurant était le genre d'endroit où le silence avait un poids. Il n'était rompu que par le doux cliquetis de l'argenterie sur la porcelaine et le faible murmure de conversation de gens qui n'avaient jamais besoin d'élever la voix pour se faire entendre. De l'autre côté de la nappe blanche amidonnée, mon fils Étienne et sa femme Béatrice étaient en pleine représentation. Leur sourire était trop éclatant, leurs éloges trop polis. Ils me regardaient avec une admiration qui semblait répéter, comme une scène qu'ils avaient pratiquée dans la voiture en venant. 58 millions, papa, dit Étienne en secouant la tête comme s'il n'y croyait pas. Le verre à vin en cristal paraissait fragile dans sa main. Peux-tu seulement te représenter un tel chiffre? C'est incroyable. Un véritable témoignage de toute ta vie. J'ai simplement hoché la tête, buvant une lente gorgée de mon jus de cassis. Je pouvais sentir le mensonge derrière ces mots. Il avait un goût familier, amer et piquant. Pendant 40 ans, j'avais consacré ma vie à Martel Logistique, en commençant avec un seul camion d'occasion et la conviction que je pouvais faire mieux que quiconque. Je me souvenais des nuits blanches, de la graisse sous mes ongles, de l'inquiétude constante qui me rongeait l'estomac. J'ai bâti cette entreprise sur la sueur et l'intégrité, deux choses qu'Étienne n'avait jamais comprises. Il voyait les 58 millions d'euros, mais il n'avait jamais vu le sacrifice. Béatrice tendit la main sur la table et posa la sienne sur la mienne. Sa peau était froide, son contact fugace. Nous sommes si fiers de toi, Jacques. Vraiment. Maintenant, tu peux enfin te détendre. Profiter des fruits de ton travail. Laisse-nous prendre soin de toi. La phrase resta en suspens. Laisse-nous prendre soin de toi. Cela ressemblait moins à une offre qu'à une proposition commerciale. J'ai regardé mon fils, cherchant le garçon dont je me souvenais. Celui qui montait sur le siège passager de mon premier camion, sa petite main serrant une voiture miniature. Mais ce garçon avait disparu. À sa place se trouvait un homme dont les yeux brillaient d'un éclat froid et dur, celui du droit acquis. Ma défunte femme, Élise, l'avait vu des années auparavant. Je me souviens d'elle, debout près de la fenêtre après l'une des nombreuses demandes d'argent d'Étienne, une tristesse silencieuse dans les yeux. « Fais attention, Jacques », m'avait-elle dit. « Il te voit comme une banque, pas comme un père. » À l'époque, j'avais pensé qu'elle était trop dure. Maintenant, assis dans ce temple de la richesse, ces mots résonnaient dans mon esprit comme une prophétie. La conversation dériva, un fleuve peu profond de plaisanteries insignifiantes. Ils me demandèrent des nouvelles de ma santé, mais n'attendirent pas la réponse. Ils parlèrent de leurs projets, un voyage en Europe, une nouvelle voiture, le tout exprimé avec la supposition désinvolte que leurs soucis financiers appartenaient désormais au passé. Ils dépensaient mon argent avant même qu'il ne soit crédité sur mon compte. Je ressentis une douleur familière dans ma poitrine, la pulsation sourde de la déception qui était devenue ma compagne constante chaque fois que j'étais avec mon fils. J'avais espéré que cette nuit serait différente, que l'ampleur de cette réussite me vaudrait enfin une once de respect sincère. Mais je me trompais. Je n'étais pas un père célébrant avec sa famille. J'étais un coffre-fort attendant d'être ouvert. Après que le plat principal eut été débarrassé, Étienne se leva, son sourire s'élargissant. « Béatrice, mon amour, » dit-il en lui tendant la main. « Il joue notre chanson. Veux-tu danser avec moi ?» C'était un classique, une ballade lente d'une époque révolue. Une autre performance, un autre geste destiné à me montrer quel couple heureux et aimant ils formaient. Béatrice accepta d'un signe de tête pudique, et ils se dirigèrent vers la petite piste de danse près du piano à queue. Je les regardais bouger ensemble, leur corps se balançant en un rythme parfait. De loin, ils étaient l'image du bonheur. Mais je connaissais la vérité. J'avais remboursé les dettes de jeu d'Étienne 3 fois. J'avais cosigné l'hypothèque de leur maison surdimensionnée. Leur vie parfaite n'était qu'une illusion fragile, maintenue par mon argent. Je reportais mon attention sur ma boisson, juste du jus de cassis. Mon médecin avait été ferme lors de mon dernier bilan de santé. « Votre cœur est solide, Jacques, mais il n'est pas invincible. Plus de cognac. Dorénavant, vous êtes un homme au jus de cassis. » C'était un petit sacrifice pour une vie plus longue. Je fis tourner le liquide rouge foncé dans mon verre, regardant les glaçons teintés contre les parois. Une vie que j'avais l'intention de savourer. C'est alors que je l'ai remarqué. Un homme en uniforme de garde de sécurité impeccable s'approchait de ma table. Il était plus âgé,
peut-être au début de la soixantaine, avec une posture aussi droite qu'une tige d'acier et des yeux qui ne manquaient rien. Il se déplaçait avec une détermination tranquille, son regard fixé sur moi. Il s'arrêta à côté de ma chaise, se penchant légèrement, comme pour partager un secret. « Monsieur Martel, » dit-il, sa voix un grondement bas et régulier. Elle était calme, mais teintée d'une urgence indéniable. « Je ne veux pas vous alarmer, monsieur. » Il marqua une pause, ses yeux se dirigeant vers la piste de danse, puis revenant vers moi. Mais j'étais près du bar. « J'ai vu votre fils. Quand il est revenu à la table il y a quelques minutes, il pensait que personne ne regardait. Je l'ai vu verser quelque chose d'une petite fiole dans votre jus. » Le monde s'arrêta. La musique du piano s'estompa. Le cliquetis des verres disparut. Tout ce que je pouvais entendre, c'étaient les battements frénétiques de mon propre cœur. Je fixai l'homme dont le badge indiquait Marc. Son visage était un masque de préoccupation professionnelle, mais dans ses yeux, je vis une inquiétude sincère. Il disait la vérité. Je n'ai pas halté. Je n'ai pas crié. Des années de négociations de contrats difficiles et de gestion de crise m'avaient appris à maîtriser mes réactions. Une vague de froid me submergea, si glaciale que j'eus l'impression d'avoir de l'eau glacée dans les veines. Je baissai les yeux sur le verre dans ma main. Le liquide rouge foncé, autrefois symbole de mes choix sains, ressemblait maintenant à une coupe de poison. Chaque nerf de mon corps me hurlait de le jeter contre le mur, de confronter mon fils, de faire une scène. Mais je ne fis rien de tout cela. Je regardai simplement Marc, et une compréhension silencieuse passa entre nous. Je lui fis un seul signe de tête, presque imperceptible. C'était toute la confirmation dont il avait besoin. Il se redressa, toucha légèrement le bord de sa casquette et s'éloigna, disparaissant dans l'ombre du restaurant. Mon esprit s'emballa, reliant des points que j'avais refusé de voir pendant des années. L'impatience d'Étienne, ses questions constantes sur mon testament, sa frustration quand je lui avais dit que je comptais vivre encore 20 ans. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était quelque chose de bien plus sombre. Il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait que je disparaisse. Le garçon que j'avais élevé, l'enfant que j'avais aimé, venait d'essayer de m'assassiner pour son héritage. La pensée était si monstrueuse, si contre nature que, pendant une seconde, mon souffle se coupa dans ma gorge. Mais la logique froide et dure était indéniable. Les 58 millions d'euros n'avaient pas été une célébration. Ils avaient été une condamnation à mort. Juste à ce moment, la chanson se termina. Je vis Étienne et Béatrice revenir à la table, leurs visages rougis de rire. Ils avaient l'air si normaux, si heureux. Mon propre fils marchant vers moi avec un sourire, quelques minutes après avoir essayé de m'empoisonner. Le froid en moi se solidifia en quelque chose d'autre, quelque chose de dur et de tranchant. C'était de la résolution. Alors qu'il s'asseyait, je jouais la performance de ma vie. Je me serrais le ventre, laissant échapper un léger gémissement. « Papa, tu es un piètre acteur », rit Étienne. Je secouai la tête, forçant une expression de douleur sur mon visage. « Non, ce n'est pas ça », articulai-je, ma voix délibérément faible. Mon estomac, il vient de se nouer. Un vieux problème. Je crois que je dois rentrer chez moi. Le visage de Béatrice se remplit d'une manifestation théâtrale d'inquiétude. « Oh mon Dieu, Jacques, avez-vous besoin d'un médecin? Laissez-nous vous ramener. »« Non, non, » dis-je en agitant la main d'un air dédaigneux. C'était la partie critique. Je ne pouvais pas les laisser s'approcher de moi. Ça va passer. J'ai juste besoin de m'allonger. J'ai déjà appelé un VTC. Il attend dehors. Étienne se leva, m'aidant à sortir de ma chaise. Sa main sur mon bras me brûlait comme un fer rouge. « Vous êtes sûr, papa? Ça ne nous dérange pas, j'en suis certain, » dis-je fermement. Je me stabilisai contre la table, et à ce moment, ma main effleura le grand verre de jus de cassis. D'un mouvement qui parut entièrement accidentel, je le renversai. Le liquide rouge se répandit sur la nappe blanche comme une mare de sang. « Oh, ma maladresse !» marmonnai-je. Pendant qu'ils étaient distraits, appelant un serveur, j'attrapai la serviette en tissu épais qui avait absorbé la majeure partie du liquide. Elle était lourde et humide dans ma main. Sous prétexte d'essuyer mon pantalon, je la pliai rapidement et l'enfonçai profondément dans la poche de mon manteau. C'était ma seule preuve de la terrible vérité. Je n'attendis pas qu'il dise un mot de plus. Je me tournai et m'éloignai, marchant aussi vite que mes jambes tremblantes me le permettaient. Je ne regardais pas en arrière. Je ne voulais pas voir l'air de satisfaction que je savais poindre sur leur visage. 15 minutes plus tard, j'étais à l'arrière d'une voiture silencieuse. Les lumières de la ville se brouillaient en traînées de couleurs à travers la fenêtre. Ma main était toujours dans ma poche, serrant la serviette humide. L'odeur douce et écœurante du cassis remplissait l'air. Je ne ressentais pas encore de colère,
ni même de tristesse. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, tout ce que je ressentais, c'était une clarté profonde et glaçante. Le piège m'avait été tendu ce soir. Mais en tenant la preuve dans ma main, je savais que c'était eux qui étaient déjà pris. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Le VTC me déposa à quelques rues de ma maison, disparaissant dans le flot de la circulation nocturne. Je restai un instant sous la lueur orange d'un lampadaire, la serviette pliée et humide, un poids lourd dans la poche de mon manteau. Ma maison était juste au bout de la rue, ses lumières chaudes d'un phare familier dans l'obscurité. Mais je ne pouvais pas y aller. Pas encore. La maison était un lieu de souvenir, rempli des fantômes d'une vie que je réalisais maintenant être un mensonge soigneusement construit. Les photos sur la cheminée, les vacances en famille, les anniversaires, tout cela semblait souillé, comme une belle peinture maintenant recouverte d'un mince film de poison. Rentrer chez moi maintenant serait admettre la défaite, laisser le chagrin et le choc me submerger. Je ne pouvais pas me le permettre. Le chagrin était un luxe. Ce dont j'avais besoin, c'était de certitude. Je marchais à contre-courant de la ville, m'éloignant des rues résidentielles calmes pour me diriger vers les lumières dures et impersonnelles du centre-ville. La nuit était vivante d'une énergie différente ici. Des sirènes hurlaient au loin. Le bourdonnement de la ville était un drone constant et sans émotion. Cela convenait parfaitement à mon humeur. J'avais besoin de stérilité. J'avais besoin de faits. J'avais besoin d'un endroit où la vérité se mesurait en partie par millions, pas en nuances d'amour et de trahison. Je connaissais un endroit, un laboratoire de diagnostic privé niché dans un immeuble médical, qui proposait un service 24H, 24 et 7J, 7 pour une clientèle fortunée qui appréciait la rapidité et la discrétion. Martel Logistique avait un contrat avec eux pour les tests de dépistage de drogue des employés. Je franchis les portes vitrées automatiques pour entrer dans un hall silencieux et froid. L'air sentait l'antiseptique et l'ozone. Un jeune homme était assis derrière une épaisse vitre. Son visage était illuminé par la lueur d'un écran d'ordinateur. Il leva les yeux, son expression neutre. Je sortis la serviette humide de ma poche. Elle était scellée dans un sac en plastique que j'avais pris dans une poubelle de rue. Je la posai sur le comptoir dans le tiroir de transaction. J'ai besoin d'un dépistage toxicologique complet sur ceci, dis-je, ma voix stable, ne trahissant rien du tumulte intérieur. Je dois savoir tout ce qu'il contient, organique et inorganique. Je le veux ce soir. L'argent n'est pas un problème. Le technicien, dont le badge indiquait Benoît, hocha simplement la tête. Il fit glisser le tiroir, examina l'échantillon avec un détachement professionnel et commença à taper sur son ordinateur. Un panel toxicologique de priorité 1 sera coûteux, monsieur. Faites-le, c'est tout, dis-je en sortant ma carte de crédit. Il passa la carte, fit glisser un formulaire vers moi et montra une ligne en bas. J'aurai besoin d'un numéro de contact ou d'un email pour envoyer les résultats cryptés quand ils seront prêts. Cela devrait prendre environ 3 à 4 heures. J'écrivis mon adresse email privée, repoussai le formulaire et me tournai pour partir. Il y avait une petite salle d'attente stérile, mais je ne pouvais pas y rester assis. Je ne pouvais pas rester immobile. J'avais besoin de continuer à bouger. Je trouvai un petit restaurant ouvert toute la nuit à un pâté de maison de là, le genre d'endroit qui semblait figé dans le temps. Je commandai un café noir que je n'avais aucune intention de boire et m'assis dans une banquette près de la fenêtre, observant la vie nocturne de la ville se dérouler. Mon esprit se mit au travail, traitant la situation avec la même logique méthodique que j'utilisais pour construire mon entreprise. Mon premier instinct, l'instinct de tout citoyen, était d'appeler la police, de signaler le crime. Mais je rejetai immédiatement cette pensée. Un rapport de police créerait un dossier public. L'histoire fuiterait dans la presse. Je pouvais déjà voir les gros titres. Le magnate de la logistique Jacques Martel empoisonné par son propre fils. Mon nom, le nom de mon entreprise, mon héritage, tout cela serait à jamais lié à cet unique acte de trahison sordide. La mémoire d'Élise serait traînée dans la boue. Cela deviendrait un spectacle public, un festin pour les tabloïds et les chroniqueurs mondains. Non, ce n'était pas un crime qui pouvait être guéri par un procès public et une peine de prison. C'était un cancer profond et malin au sein de ma propre famille. Cela nécessitait non pas les menottes d'un policier, mais le scalpel d'un chirurgien, une excision privée, précise et radicale. Je repensai au passé, cherchant les signes que j'avais dû manquer. Je revis Étienne enfant, un garçon qui pouvait mentir avec un visage placide et innocent. Je me souvins de lui accusant le gamin du voisin pour une fenêtre qu'il avait cassée, un mensonge auquel il s'était accroché, même face à la vérité. Je me souvins de son adolescence, la série d'objets empruntés et non rendus, le mépris désinvolte pour la propriété ou les sentiments des autres. J'avais appelé ça de la négligence, de l'immaturité.
Je lui avais trouvé des excuses, me disant qu'il s'en remettrait en grandissant. Élise avait mieux su. Elle avait essayé de me prévenir. J'avais été un imbécile. Un imbécile aimant, plein d'espoir, mais finalement aveugle. La pensée la plus glaçante était la fiole. Marc, le garde de sécurité, avait été précis, une petite fiole. Cela signifiait que ce n'était pas un acte impulsif de colère. C'était prémédité. Mon fils, mon unique enfant, avait fait des recherches sur mes conditions de santé. Il avait acquis une substance spécifique. Il avait apporté cette fiole au restaurant dans un but clair et singulier. Il avait attendu le bon moment, un moment de distraction, pour transformer un dîner de célébration en une exécution. Il m'avait souri, porté un toast à ma santé, tout en sachant qu'il venait de verser ma condamnation à mort dans mon verre. La froideur absolue de l'acte, l'absence totale d'âme, était ce qui me terrifiait vraiment. Mon téléphone vibra sur la table. C'était un email. L'objet était une chaîne de chiffres stériles, un identifiant de dossier. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je pris une profonde inspiration, ouvris le fichier crypté et commençai à lire. Le document était rempli de noms chimiques et de jargon technique, mais il y avait un résumé en haut, rédigé en langage clair pour le client. Mes yeux parcoururent les mots. Substance détectée, tartrate de métoprolol. Concentration, 2500 mg par 100 ml. Je ne connaissais pas le nom, mais je continuais à lire. Le technicien avait ajouté une note clinique. Le métoprolol est un bêta-bloquant couramment prescrit pour les affections cardiovasculaires. La posologie thérapeutique standard est généralement de 25 à 100 mg. La concentration détectée est exponentiellement plus élevée. Pour un individu ayant une pathologie cardiaque préexistante, l'ingestion de cette dose entraînerait quasi certainement un infarctus aigu du myocarde dans un délai d'1 à 2 heures, dont les symptômes seraient pratiquement impossibles à distinguer d'une crise cardiaque mortelle d'origine naturelle. Une crise cardiaque. Voilà comment ça aurait paru. Le fils éploré, la mort tragique mais pas entièrement inattendue d'un homme d'affaires vieillissant. C'était le meurtre parfait. Je fermai le téléphone. Le café devant moi était devenu froid. Une petite partie désespérée de moi s'était accrochée à l'espoir que tout cela n'était qu'une erreur, un malentendu, une terrible et élaborée farce. Mais cet espoir avait maintenant disparu, anéanti par la science froide et dure sur l'écran. Ce document était un certificat de décès qui, heureusement, n'avait pas été nécessaire. Je regardais par la fenêtre du restaurant. Les premières lueurs de l'aube commençaient à adoucir les contours de la ville. Un nouveau jour commençait. Je ne ressentais aucune colère, aucune rage. Ces émotions étaient trop chaudes, trop chaotiques. Ce que je ressentais, c'était un calme profond et glacial. Le genre de calme qui vient lorsque toute incertitude est balayée et que seule la vérité brutale et inévitable demeure. Mon fils avait essayé de me tuer, et maintenant je savais exactement ce que je devais faire. Le temps de pleurer le fils que j'avais perdu était révolu. Il était temps de s'occuper du monstre qu'il était devenu. Je repris mon téléphone, mais je ne composais pas le 17. Je composais le numéro privé de mon avocate, Hélène Dubois. Il était temps de rassembler mon armée. J'ai quitté le restaurant et j'ai marché. Le ciel passait du noir d'encre profond de la nuit à un violet meurtri. Le premier signe d'une aube d'on. Je me sentais complètement déconnecté. La ville était encore majoritairement endormie. Mais mon esprit était bien éveillé, vibrant d'une énergie froide et électrique. Chaque pas sur le trottoir était délibéré. Chaque respiration était mesurée. Le choc s'était consumé, laissant derrière lui un noyau de résolution pure et inflexible. Je savais qui je devais appeler. Il n'y avait qu'une seule personne en qui j'avais confiance pour naviguer dans la tempête qui s'annonçait. Je m'arrêtai à un coin de rue tranquille et composai son numéro privé de mémoire. Il sonna 2 fois. Une voix claire et vive, même à cette heure indue, répondit « Dubois ». « Hélène, c'est Jacques. J'ai besoin de te voir maintenant. » Il n'y eut aucune hésitation, aucune confusion ensommeillée dans sa voix, juste une acceptation immédiate. Mon bureau, dans 30 minutes. La ligne se coupa. Son bureau se trouvait au 40e étage d'une tour de verre et d'acier qui surplombait toute la ville. Quand j'arrivai, le bâtiment était silencieux, le hall principal vide à l'exception d'un unique agent de sécurité. Mais l'ascenseur privé menant à son étage fonctionna avec ma carte, comme elle l'avait dit. Les portes s'ouvrirent non pas sur une réception, mais directement dans son bureau personnel. Elle se tenait près de la baie vitrée, une silhouette se découpant sur la ligne d'horizon qui s'éclaircissait lentement, une tasse de café à moitié vide à la main. Hélène Dubois avait la fin de la quarantaine, avec le regard assuré de son père et un esprit qui fonctionnait plus vite que quiconque que j'ai jamais connu. Son père, David, avait été mon meilleur ami,
mon associée dans les premiers jours impossibles de l'entreprise. Je connaissais Hélène depuis qu'elle était une petite fille avec des couettes et un amour féroce pour la discussion. Je l'avais vue grandir, la voir réussir le barreau avec les honneurs, et quand David est décédé, elle a repris son rôle de conseillère juridique, ma confidente, et la chose la plus proche que j'avais d'une fille. Elle était de la famille, une famille forgée par des décennies d'histoire partagée et de confiance absolue. « Jacques » dit-elle en se détournant de la fenêtre. Ses yeux, vifs et analytiques, scrutèrent mon visage. « On dirait que tu sors d'une guerre. »« La guerre ne fait que commencer, » répondis-je. Je ne perdis pas de temps en politesse. Je m'assis dans l'un des fauteuils en cuir en face de son grand bureau en acajou, et je lui racontai tout. Je commençai par le dîner au restaurant, la conversation guindée, les faux sourires. Je rapportai les mots du garde de sécurité, une histoire qui ne semblait pas moins insensée en la racontant une seconde fois. Puis je fis glisser mon téléphone sur la surface polie du bureau, le rapport de laboratoire toujours ouvert à l'écran. Elle le prit, son expression se durcissant à la lecture des mots cliniques et brutaux. Elle reposa doucement le téléphone, les jointures de ses doigts blanches. Elle me regarda, et dans ses yeux, je vis non seulement l'indignation d'une avocate, mais la fureur personnelle d'un être cher. « Ce fils de... » murmura-t-elle. Un sifflement bas et dangereux. Il l'a finalement fait. Il a finalement franchi la ligne. Elle se leva et commença à faire les 100 pas, un ressort d'énergie tendue. Très bien. Premier appel au procureur de la République. Je vais le réveiller moi-même. Nous aurons un mandat d'arrêt pour Étienne avant que le soleil ne soit complètement levé. Tentative de meurtre avec préméditation. Avec ce rapport de laboratoire et le témoignage du garde, c'est une affaire classée. Je levai une main. Non. Elle s'arrêta de marcher et me fixa. Non, Jacques. Il a essayé de te tuer. Et que se passe-t-il alors? Demandai-je, ma voix calme mais ferme. Les gros titres. Un procès public. Le nom Martel traîné dans la boue pendant des mois, peut-être des années. Tout ce que j'ai construit, tout ce qu'Élise et moi représentions, réduit à une sordide histoire de faits divers. Mon héritage devient mon fils, le meurtrier. Est-ce une victoire, Hélène? Elle resta silencieuse un long moment, étudiant mon visage. Elle comprenait. Il ne s'agissait pas de ce qui était légal. Il s'agissait de ce qui était juste. Alors, que veux-tu? Demanda-t-elle, sa voix s'adoucissant. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit d'une correction. Un ajustement permanent et irréversible de la réalité. La prison est trop facile. C'est une fin qu'il ne mérite pas. Je veux lui enlever la seule chose pour laquelle il était prêt à tuer. Je veux lui enlever l'argent, tout l'argent. Je veux qu'il se réveille un jour et qu'il réalise que son monde entier, le monde qu'il était si sûr d'hériter, a disparu. Un sourire lent et dangereux effleura les lèvres d'Hélène. C'était le même sourire que son père avait lorsqu'il était sur le point de déjouer un concurrent. « Je vois, » dit-elle. « Ce n'est pas une affaire criminelle. C'est une démolition. » Très bien, Jacques. Si nous devons faire ça, nous le faisons à ma façon. Nous avons besoin de plus que ce rapport de laboratoire. Nous avons besoin d'une image complète. Nous devons tout savoir sur eux. Chaque euro qu'ils doivent, chaque ami qu'ils ont, chaque secret qu'ils gardent. Nous devons cartographier leur vie entière pour trouver les points précis où appliquer la pression. Elle se dirigea vers son ordinateur portable, ses mouvements maintenant remplis d'une détermination féroce. Je connais une agence, des anciens de la DGSI et des anciens agents du fisc. Ils sont discrets comme des fantômes et ils vivent pour ce genre de travail. Ils peuvent découvrir quelle marque de dentifrice Béatrice utilise à 3 régions de distance. J'aurai une équipe sur eux d'ici le lever du soleil. Ils fouilleront chaque recoin de la vie d'Étienne et de Béatrice. Nous aurons un bilan financier et personnel complet d'ici une semaine. J'acquiesçai. Bien. Pendant qu'ils creusent, je jouerai mon rôle. Hélène haussa un sourcil. Le rôle qu'ils s'attendent à ce que je joue, expliquai-je. Le père endeuillé, le vieil homme inconscient. Ils doivent croire que leur plan a presque fonctionné, que j'ai eu une petite alerte de santé et rien de plus. Pour qu'ils deviennent négligents, ils doivent se sentir en sécurité. Ils doivent croire que le prix est toujours à leur portée. Je lui parlais de l'appel que j'attendais d'Étienne et de l'idée que j'avais déjà semée dans son esprit. J'avais mentionné que je mettais en place une grande fiducie familiale. Je vais leur laisser penser que c'est toujours ma principale préoccupation. Je vais faire miroiter l'héritage juste devant eux. Le sourire d'Hélène s'élargit. Laisser leur cupidité les rendre stupides. C'est une stratégie classique pour une bonne raison. Ça marche toujours. Elle jeta un coup d'œil à une photo encadrée sur sa bibliothèque. C'était elle, une adolescente souriante,
debout entre moi et son père sur un bateau de pêche. Mon père disait toujours que tu étais un meilleur joueur de poker que lui, dit-elle doucement. Il m'a dit que tu savais toujours quand te coucher, quand suivre et quand faire tapis. Je regardais la photo, un pincement de perte me frappant. David aurait su quoi faire. Il disait aussi que tu étais plus intelligente que nous deux réunis. Il avait raison. Je me souviens, quand j'avais environ 10 ans, se remémora Hélène, ses yeux lointains un instant. Toi et mon père étiez dans notre salon, étalant les plans du premier grand entrepôt sur le sol. Vous étiez si excités. Et je me souviens avoir vu Étienne. Il devait avoir environ 12 ans, assis dans un coin de la pièce. Il ne prêtait pas attention. Il était juste en train de casser méthodiquement les bras d'une de ses figurines, un par un, parce qu'il s'ennuyait. Nous laissâmes ce souvenir flotter dans l'air. Un petit présage sombre du passé. Un avertissement que nous avions tous manqué. Très bien, dit Hélène, sa voix revenant brusquement au présent. Le plan est établi. Phase 1, collecte de renseignements. Phase 2, le piège. Tu les gardes calmes et distraits. Laisse-moi m'occuper du reste. Alors qu'elle se retournait vers son ordinateur, ses doigts volant sur le clavier, je m'approchai de la fenêtre. Le soleil était maintenant une ligne orange brillante à l'horizon. La ville en dessous se réveillait, un million de lumières commençant à faiblir à mesure que le jour prenait le dessus. Je ne ressentais aucune joie, aucune satisfaction, seulement le poids sombre et lourd du devoir. Mon fils avait déclenché une guerre en versant ce poison dans mon verre. Mais ici, dans ce bureau, 40 étages au-dessus du monde endormi, son père et sa quasi-sœur construisaient la machine de sa défaite. Le soleil se levait sur le premier jour du reste de sa vie, et il n'avait aucune idée que c'était déjà fini. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Le lendemain matin, alors que j'étais assis dans mon bureau avec une tasse de café noir, mon téléphone a vibré. L'identifiant de l'appelant affichait le nom d'Étienne. Je l'ai laissé sonner 4 fois, une hésitation délibérée pour masquer le fait que j'attendais cet appel avec une certitude absolue. Finalement, j'ai décroché, composant ma voix pour qu'elle paraisse un peu fatiguée, un peu fragile. « Allô » dis-je, ma voix juste un peu plus faible que d'habitude. « Papa. »« Oh, Dieu merci tu réponds. » La voix d'Étienne à l'autre bout du fil était une symphonie d'inquiétude fabriquée. C'était une performance magistrale, je devais l'admettre. Il semblait essoufflé, frénétique. J'étais si inquiet. Béatrice et moi, nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit. Nous n'arrêtions pas d'appeler, mais ça tombait toujours sur la messagerie. « Tu vas bien ? Que s'est-il passé ? Es-tu allé à l'hôpital ?» Je pouvais déceler la nature réelle de ces questions rapides. Ce n'était pas une enquête sur mon bien-être, mais une recherche désespérée d'informations. Il avait besoin de savoir si son plan avait échoué ou s'il avait été découvert. Il sondait pour trouver le moindre soupçon. Je me suis adossé à ma chaise, le cuir usé craquant doucement, et je me suis préparé à lui donner la réponse qu'il voulait si désespérément entendre. « Doucement, mon fils. Je vais bien, » dis-je avec un petit rire, comme pour dissiper son inquiétude. Juste une petite frayeur, c'est tout. J'ai vu mon médecin ce matin. Je fis une pause, le laissant suspendu à mes mots. Il a dit que ce n'était rien de plus qu'une mauvaise indigestion. Toute cette nourriture riche, les sauces. Mon estomac n'est plus ce qu'il était. Le médecin a dit que ça peut parfois ressembler à la vraie chose. Beaucoup de pression dans la poitrine. Mais il a fait quelques tests. Mon cœur va très bien. Je pouvais presque sentir la vague de soulagement traverser le téléphone. Une expiration silencieuse. La tension dans sa voix s'est immédiatement relâchée. Il n'écoutait pas mes mots. Il écoutait l'absence de suspicion, et il l'avait trouvée. L'histoire était plausible. Elle était simple. Elle le rendait innocent. Indigestion. Tu es sûr que ce n'est que ça ? Insista-t-il, une dernière vérification pour être certain. Tu es parti si vite. Tu avais l'air si pâle. Le médecin est certain, et moi aussi, dis-je, en ajoutant une note de finalité à mon ton. Mon corps n'est plus la machine bien huilée qu'il était, Étienne. Je suppose que c'est juste quelque chose auquel je dois m'habituer. Je soupirai, un son long et las que j'avais répété dans ma tête. C'était un soupir conçu pour ressembler à un homme contemplant sa propre mortalité. Un homme qui penserait bientôt à son héritage. C'était le moment, l'ouverture parfaite. Tu sais, mon fils, commençai-je, ma voix plus douce maintenant, plus réfléchie. Ce petit épisode de l'autre soir, ça m'a vraiment fait réfléchir. On arrive à mon âge et on réalise que le temps n'est pas une garantie. Nous devons nous assurer que les choses sont en ordre. Que veux-tu dire, papa ? Demanda-t-il, un nouveau tranchant dans sa voix. La fausse inquiétude avait disparu, remplacée par une curiosité vive et ciblée.
Je laissai passer quelques secondes de silence, comme si je rassemblais mes pensées. « J'ai été au téléphone avec Hélène Dubois ce matin, » dis-je, lâchant son nom délibérément. La mention de mon avocate donnerait à mes prochains mots le poids de l'autorité légale. Nous avons discuté de ma succession. Cette vente, 58 millions d'euros. Ça change les choses. Ça complique les choses. C'est vrai. Oui, bien sûr, dit Étienne rapidement, sa voix maintenant dégoulinante d'anticipation. Et j'ai décidé, dis-je, livrant l'appât avec une précision parfaitement désinvolte, que la meilleure façon de gérer cela est de créer une fiducie familiale importante, une très grande. Je veux m'assurer que toi et Béatrice soyez pris en charge correctement. Je veux garantir que cet argent soit une bénédiction pour notre famille pour les générations à venir, pas un fardeau. Hélène est en train de rédiger les documents pendant que nous parlons. Silence. Pendant 5 bonnes secondes, il y eut un silence absolu à l'autre bout de la ligne. Je pouvais entendre les rouages tourner dans sa tête. Je pouvais presque sentir la cupidité submerger toute autre pensée, toute autre peur. La tentative de meurtre ratée. L'alerte. L'anxiété persistante. Tout s'était évaporé en un instant, remplacé par la promesse éblouissante et magnifique d'une fortune légalement contraignante et à toute épreuve. Une fiducie, balbutia-t-il enfin, sa voix épaisse d'une excitation à peine dissimulée. Papa, c'est incroyable. Tu n'as pas à faire ça. Nous allons bien. Sa protestation était si faible, si transparente, qu'elle en était presque risible. C'était le refus poli d'un homme à qui l'on venait de remettre les clés du royaume. Et voilà. L'hameçon était planté. La ligne s'étendue. Le poisson avait mordu à l'appât, au leurre, au plomb, à tout. Sottise, dis-je chaleureusement, jouant le rôle du patriarche bienveillant. Tu es mon seul fils. Pour qui d'autre ferais-je cela? C'est mon héritage. Assurer ton avenir. C'est tout ce qui compte pour moi maintenant. Je ne sais pas quoi dire, dit-il. Et pour la première fois, je crus qu'il disait la vérité. Son esprit était si rempli de signes d'euros qu'il ne pouvait pas former une pensée cohérente. Il dépensait déjà l'argent. Il vivait déjà dans le futur pour lequel il avait été prêt à tuer, un futur qu'il croyait maintenant lui être servi sur un plateau d'argent. Ne dis rien, dis-je, ma voix douce. Reste juste disponible. Hélène aura besoin que toi et Béatrice veniez signer quelques documents préliminaires d'ici une semaine environ. Nous en reparlerons alors. Pour l'instant, j'ai besoin de me reposer. Ce vieil homme est plus fatigué qu'il ne le pensait. Bien sûr, papa, repose-toi. Et merci. Vraiment, merci. J'ai raccroché le téléphone et l'ai posé doucement sur le bureau. Le silence du bureau est revenu en force. J'ai fixé l'écran sombre, mon reflet, un faible fantôme à sa surface. Je n'ai ressenti aucune joie, aucun triomphe, juste une satisfaction sombre et glaçante. La performance avait été un succès. J'avais utilisé sa propre cupidité monstrueuse comme une arme contre lui, et cela avait fonctionné parfaitement. Il était maintenant un participant consentant, voire impatient, à mon plan. Il se sentait en sécurité. Il se sentait victorieux. Il chercherait un stylo pour signer son nom, pas des ombres dans les coins. J'avais gagné du temps. Du temps pour que les enquêteurs d'Hélène creusent. Du temps pour que je construise le piège parfait et inéluctable. La partie se jouait maintenant selon mes termes, selon mes règles, et mon fils n'avait aucune idée qu'il avait déjà perdu. Une semaine s'est écoulée. C'était la semaine la plus silencieuse et la plus disciplinée de ma vie. Je menais mes journées avec un calme délibéré, presque méditatif. Je répondais aux appels d'Étienne, qui venaient quotidiennement, maintenant remplis d'une chaleur obséquieuse et écœurante. Il me demandait des nouvelles de ma santé, de mon appétit, de mes conversations avec Hélène. Chaque question était une sonde douce, une vérification nerveuse pour s'assurer que la poule aux œufs d'or pondait toujours ses œufs. Je jouais mon rôle à la perfection. Le père vieillissant, gratifié par l'afflux soudain d'affection de son fils, complètement inconscient du courant qui l'entraînait. Je lui disais qu'Hélène travaillait sur les complexités, que ces choses prenaient du temps. Il était patient. Bien sûr qu'il l'était. Qu'est-ce qu'une semaine d'attente de plus quand on croit que 58 millions d'euros sont le prix à la fin? Pendant que je le nourrissais de réassurances placides, les enquêteurs d'Hélène se déplaçaient comme des requins dans les eaux troubles de la vie de mon fils. Le 8e jour, un email d'Hélène est arrivé. L'objet était un seul mot, rapport. Le corps de l'email était vide, à l'exception d'une pièce jointe PDF lourdement cryptée. Je l'ai ouvert, et le calme que j'avais si soigneusement cultivé a été remplacé par un nœud froid et dur de dégoût au fond de mon estomac. Le document n'était pas seulement un rapport financier. C'était le portrait d'une vie vécue dans un état de désespoir total et imprudent. Il commençait par un résumé qui m'a coupé le souffle.
Dette non garantie totale, 750 000 euros. C'était réparti sur un éventail vertigineux de cartes de crédit. Une douzaine d'entre elles, chacune au maximum de sa limite. Des cartes American Express Centurion, des visas infinites, avec des noms qui promettaient l'exclusivité et prestige. J'ai parcouru les relevés détaillés. On aurait dit une vie de rêve. Des hôtels 5 étoiles dans les Caraïbes. Une virée shopping à 10 000 euros dans une boutique à Milan. Un seul dîner à Paris qui coûtait plus cher que la première voiture que j'ai jamais possédée. C'était un style de vie de luxe et d'opulence, entièrement construit sur une fondation de plastique et de promesses non tenues. Mais ce n'était que le début. J'ai continué à lire. Ils avaient un Porsche Cayenne en leasing pour elle, une BMW M5 pour lui, dont les mensualités étaient astronomiques. Ils avaient 3 mois de retard sur les deux. Les avis de saisie étaient déjà en cours d'envoi. Ils possédaient une vaste maison dans une résidence fermée, l'image même du succès en banlieue. Une maison pour laquelle je leur avais donné la compte comme cadeau de mariage, croyant qu'ils y construiraient une vie, une famille. Je voyais maintenant qu'ils avaient contracté une deuxième hypothèque sur la propriété il y a 2 ans, empruntant sur la valeur que je leur avais offerte. Ils l'avaient saignée à blanc. Ils avaient maintenant 90 jours de retard sur les 2 hypothèques. La procédure de saisie immobilière était sur le point de commencer. C'était encore pire. Les enquêteurs avaient découvert une série de prêts personnels à taux d'intérêt élevés. Ce n'étaient pas des banques. C'étaient des prêteurs privés, le genre de personnes qui n'envoient pas de lettres polies quand vous manquez un paiement. Le total s'élevait à un autre demi-million d'euros. C'étaient des prêts contractés pour rembourser d'autres prêts, un jonglage frénétique et désespéré pour empêcher toute l'illusion de s'effondrer. Ils se noyaient. Le total général, lorsque tous les chiffres étaient additionnés, était stupéfiant. Étienne et Béatrice, mon fils si brillant et sa charmante épouse, avaient plus de 2 millions d'euros de dettes. Ils ne vivaient pas seulement au-dessus de leurs moyens. Ils vivaient dans une réalité financière complètement différente, un monde fantastique soutenu par des mensonges et endetté jusqu'au cou. Je me suis adossé à ma chaise, les chiffres dansant devant mes yeux, et soudain, la tentative de meurtre, la fiole de poison, le plan de sang-froid, tout s'est éclairci d'une manière nouvelle et terrifiante. J'avais pensé qu'il s'agissait de cupidité. Une cupidité simple, laide et impatiente. Je les avais imaginés voulant accélérer leur héritage pour financer une vie de luxe encore plus grande. Mais je me trompais. Il ne s'agissait pas de financer un rêve futur. Il s'agissait d'échapper à un cauchemar présent. Les 58 millions d'euros n'étaient pas un bonus. Ce n'était pas un jackpot. C'était une bouée de sauvetage. C'était la seule chose qui pouvait les sauver de l'effondrement catastrophique de leur monde entier. La saisie, les reprises de possession, les prêteurs dangereux réclamant leurs dettes. Tout était sur le point de s'abattre sur eux. Ils n'étaient pas seulement désespérés pour mon argent. Ils étaient terrifiés. Ils étaient des animaux acculés, et un animal acculé fera n'importe quoi pour survivre. La prise de conscience m'a envahi, froide et lourde comme une pierre tombale. Ce n'était pas un crime passionnel ou un simple acte d'avarice. C'était une décision commerciale, une évaluation des risques froide et calculée. Dans leur esprit, la récompense potentielle, effacer 2 millions d'euros de dettes et accéder à des millions de plus, dépassait de loin le risque de se faire prendre. Ma vie avait été réduite à un chiffre sur un bilan, et ils avaient décidé qu'il était temps de l'encaisser. J'ai regardé à nouveau le rapport, les noms des restaurants, les marques de créateurs, les destinations exotiques. C'était une vie creuse, vide, une performance pour un public qui n'existait pas. Ils avaient construit un magnifique château de cartes au bord d'une falaise, et le vent commençait à souffler. Ils avaient tout misé sur la conviction que je mourrais bientôt, soit de la main de la nature, soit de la leur. Une nouvelle sorte de colère a commencé à gronder en moi. C'était différent du choc et de la trahison initiaux. C'était une fureur froide et précise. Mon fils n'avait pas seulement essayé de tuer son père. Il avait pris chaque cadeau, chaque opportunité, chaque acte d'amour que je lui avais jamais donné, et il l'avait transformé en une arme à utiliser contre moi. Il avait utilisé ma générosité pour financer le style de vie même qui menaçait maintenant de le détruire. Et il avait décidé que ma mort était le prix de son salut. J'ai fermé le dossier. La première pièce du puzzle était en place. Je comprenais maintenant leur mobile, non seulement avec mon cœur, mais avec la logique froide et dure d'un bilan. Et c'était bien plus laid que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'ai transféré l'email à Hélène avec une simple note. La fondation est pourrie. Continuez à creuser. Si le premier rapport des enquêteurs était un coup de poing dans l'estomac, le second, arrivé 4 jours plus tard, fut un poignard dans le cœur. J'avais passé ces jours dans un état de fureur froide, digérant l'ampleur du désespoir financier de mon fils. Je pensais avoir compris le mobile. Je pensais avoir touché le fond. Mais je me trompais.
Il y avait des niveaux de trahison plus profonds et plus sombres que je n'avais pas encore imaginés. L'email d'Hélène était de nouveau marqué d'un seul mot, mise à jour. J'ouvris le fichier joint, et cette fois, ce n'était pas un tableau de dettes et d'impayés. C'était une collection de notes de terrain, de résumés d'entretien et de transcriptions de fichiers audio de l'équipe d'enquête. Ils avaient enquêté sur les activités récentes d'Étienne et de Béatrice, essayant de comprendre comment ils prévoyaient d'utiliser l'argent qu'ils étaient si sûrs de recevoir. Mes yeux tombèrent sur les noms de plusieurs galeries d'art haut de gamme à Paris, Lyon et Genève. Je ressentis un nœud de confusion. Qu'est-ce que tout cela avait à voir avec eux? Puis je vis le nom du premier. Contact, Béatrice Martel. Je commençais à lire la transcription d'un appel téléphonique enregistré légalement par un enquêteur, se faisant passer pour un assistant de galerie. La voix de Béatrice, telle que décrite dans les notes, était douce, cultivée et remplie d'une sobriété soigneusement répétée. « Oui, mon nom est Béatrice Martel », disait la transcription. « Mon beau-père est Jacques Martel. Vous connaissez peut-être son entreprise, Martel Logistique. » Elle marquait une pause, laissant le nom et la richesse implicite s'installer. Malheureusement, la santé de Jacques s'est dégradée. Il est en fin de vie, je le crains, et nous essayons de mettre de l'ordre dans ses affaires. C'est une période difficile pour la famille. Mes mains se mirent à trembler. En fin de vie. Elle parlait de moi comme si j'étais déjà un fantôme. La transcription continuait. Ma défunte belle-mère, Élise, était une collectionneuse d'art passionnée. Elle a laissé une petite mais importante collection de peintures de l'après-guerre. Mon beau-père m'a chargé de m'occuper de la cession de la collection. Il veut que cela se fasse discrètement, une vente privée à un collectionneur averti. Il préférerait éviter la publicité et les frais d'une grande maison de vente aux enchères. Il veut s'assurer que son héritage trouve un bon foyer. Je dus arrêter de lire. Je repoussai ma chaise du bureau et me dirigeai vers le mur de mon bureau. Accroché là se trouvait le premier tableau qu'Élise et moi avions acheté ensemble. C'était un petit paysage d'un jeune artiste inconnu que nous avions rencontré à une foire de rue. Nous n'avions pas l'argent pour, pas vraiment. Nous l'avons payé en 5 fois. Je me souviens du jour où nous l'avons ramené à notre minuscule appartement. Le visage d'Élise était illuminé d'une joie si pure que c'en était presque douloureux à regarder. Elle l'a accroché au mur et a dit « Voilà, c'est notre fenêtre sur le monde que nous allons construire, Jacques. » Mon regard dériva vers un autre tableau, une grande toile abstraite et chaotique de bleu vibrant et d'orange flamboyant. Elle l'avait achetée la semaine où elle avait été déclarée guérie de son cancer après sa première longue et brutale bataille contre la maladie. « Voilà ce que l'on ressent quand on est guéri », m'avait-elle dit, sa main dans la mienne. Un désordre magnifique, terrifiant et merveilleux. Chaque tableau sur mes murs était un chapitre de notre vie commune. La collection n'était pas un investissement. Ce n'était pas un actif. C'était l'âme d'Élise rendue à l'huile et à l'acrylique. Elle ne collectionnait pas seulement de l'art. Elle collectionnait des sentiments, des moments, des triomphes et des peines. Son esprit vivait dans les coups de pinceau, dans les couleurs, dans le tissu même des toiles. Je retournai au bureau et me forçai à continuer de lire. Le rapport détaillait comment Béatrice avait envoyé des photographies haute résolution des tableaux aux galeries. Des photographies prises avec son téléphone, subrepticement, lors des visites qu'elle avait faites chez moi au cours des derniers mois. Ces visites où elle m'apportait de la soupe, arrangeait mes oreillers et s'enquérait de ma santé avec cette même fausse et écœurante sollicitude. Depuis le début, elle ne rendait pas visite à un membre de sa famille. Elle faisait du repérage. Elle faisait l'inventaire de l'âme de ma femme, se préparant à la vendre au plus offrant. Les enquêteurs avaient visité l'une des galeries en personne. Le propriétaire de la galerie se souvenait de sa conversation avec Béatrice. Elle a dit que son beau-père déclinait rapidement, citait le rapport. Elle a affirmé être l'unique héritière de la collection et vouloir établir une valeur de base pour la succession. Elle a été très claire sur le fait que tout devait rester strictement confidentiel jusqu'à, comme elle l'a dit, l'inévitable. L'inévitable. Ma mort. Je fermai les yeux. Je les vis. Étienne et Béatrice marchant dans ma maison, leurs yeux balayant les murs, ne voyant pas les souvenirs, ne voyant pas l'amour, ne voyant pas Élise. Ils ne voyaient que des étiquettes de prix. Ils regardaient une vie de passion et y voyaient un moyen rapide de rembourser leur carte de crédit. Ils regardaient l'héritage de ma femme et y voyaient un acompte pour une nouvelle Porsche. La tentative contre ma vie avait été une question d'argent. Mon argent. C'était une trahison que je commençais à comprendre sur un plan logique. Mais ceci semblait différent. C'était une profanation. C'était un acte d'effacement. Ils n'essayaient pas seulement de me tuer. Ils essayaient d'annihiler la mémoire de ma femme, de liquider son esprit pour de l'argent. Et Étienne, mon fils, il était resté là et avait laissé faire.
Il avait laissé sa femme, ce vautour en vêtements de marque, tourner autour de l'héritage de sa propre mère. Il était complice de chaque mensonge, de chaque insinuation chuchotée sur ma santé déclinante. C'était une trahison si profonde, si monstrueuse, qu'elle éclipsait tout le reste. Il ne volait pas seulement son père. Il pillait la tombe de sa propre mère. La colère froide et analytique que j'avais ressentie à cause de leur dette était maintenant consumée par une fureur blanche et vertueuse. Ce n'était plus un jeu d'échecs stratégique. C'était une guerre sainte. Les 58 millions d'euros n'étaient que de l'argent. C'était du papier. Mais la collection d'Élise, c'était sacré, et ils avaient osé la souiller. Je regardais le dernier tableau qu'elle ait jamais acheté, un paysage marin serein, presque éthéré, qui était accroché en face de mon bureau. Elle pouvait s'asseoir et le regarder pendant des heures. « C'est si paisible, Jacques, » disait-elle. « On se sent comme à la maison. » Ma résolution se durcit pour devenir semblable à de l'acier trempé. L'homme qui s'était assis dans le restaurant, le père qui avait pleuré son fils perdu, avait disparu. La partie de moi qui avait espéré une explication, une lueur de rédemption pour Étienne, mourut à cet instant. On ne peut pas racheter une âme qui a déjà été vendue. Je pris le téléphone et appelai Hélène. Elle répondit à la première sonnerie. « J'ai reçu le rapport. » dis-je. Ma voix était différente maintenant. Toute la faiblesse, toute la fragilité feinte avait disparu. C'était la voix de l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien. La voix que je n'avais pas utilisée depuis des années. « Jacques, je suis tellement désolé, » commença-t-elle. « Ne le sois pas, » la coupai-je. « Sois prête. J'ai fini de recueillir des renseignements. J'ai fini de jouer. Je ne veux plus seulement les corriger, Hélène. Je veux construire un mur de conséquences si haut et si épais qu'ils ne reverront plus jamais la lumière du jour. Je veux les effacer. » Je pensais que la colère que je ressentais face à la trahison de la mémoire d'Élise était l'étape finale. Je croyais que ma résolution avait déjà été forgée dans sa forme définitive. J'avais tort. Il y avait un dernier rapport à venir de l'équipe d'Hélène, et il transformerait la nature de ma colère, d'un feu déchaîné en un bloc de glace solide. Il est arrivé le lendemain. L'objet était simple, rapport final. J'ai ouvert le document et la première page était un scan de haute qualité d'un formulaire juridique. C'était un mandat de protection future, un document accordant une autorité pleine et entière à un certain Étienne Martel pour accéder à tous les dossiers médicaux et prendre des décisions de santé critique au nom de son père, Jacques Martel. Ma signature était au bas de la page, une arabesque familière et confiante. Sauf que ce n'était pas ma signature. J'ai signé mon nom sur des centaines de milliers de documents au cours de ma vie, des contrats de plusieurs millions d'euros aux simples cartes d'anniversaire. Je connais chacune de ces courbes, chaque angle, chaque subtil. Imperfection. La signature sur ce document était une falsification magistrale. C'était une imitation quasi parfaite, suffisamment proche pour tromper n'importe quel employé ou administrateur d'hôpital qui ne chercherait pas le mensonge. Mais c'était un mensonge. Je n'avais jamais signé un tel document. Je n'avais jamais, même dans mes pires cauchemars, envisagé de donner à mon fils un tel pouvoir sur ma vie. Les notes de l'enquêteur sous l'image étaient brèves et glaçantes. Le document avait été déposé au service des archives de mon hôpital principal il y a 3 mois. 3 mois. Ce n'était pas une impulsion récente et désespérée. C'était un plan à long terme mis en place bien avant même que la vente de l'entreprise ne soit finalisée. Il préparait le terrain depuis des mois. En faisant défiler la page suivante, la véritable horreur de son plan a commencé à se dévoiler. Les enquêteurs avaient demandé les journaux d'accès de l'hôpital. Le rapport détaillait chaque dossier qu'Étienne avait demandé et reçu en utilisant ce document falsifié. Mon historique cardiaque complet, les résultats complets de mon dernier test d'effort, une liste détaillée de mes prescriptions, y compris leur dosage et leurs effets secondaires connus, mes allergies documentées. Il avait obtenu un plan opérationnel complet des fragilités spécifiques de mon corps. Mais les enquêteurs ne s'étaient pas arrêtés là. Ils avaient suivi les miettes de pain numérique. La dernière section du rapport détaillait l'historique de recherche Internet d'une série de téléphones prépayés et d'ordinateurs de bibliothèque publique, tous attribués à mon fils. Les termes de recherche étaient présentés dans une simple liste à puces, une chronologie d'un meurtre en cours de planification. Comment obtenir les dossiers médicaux d'un parent? Médicaments provoquant une crise cardiaque rapide. Bêta-bloquant sans goût en vente libre. Dosage létal métoprolol, homme 68 ans antécédents cardiaques. Comment simuler une mort naturelle? Une autopsie montrera-t-elle une surdose de métoprolol? J'ai lu la liste 2 fois, puis une 3e fois. Les mots restaient là, sur la page, bruts et indéniables. C'était la preuve irréfutable. C'était la dernière pièce manquante du puzzle. Cela reliait tout.
Le document falsifié était la façon dont il avait obtenu les connaissances. Les recherches sur Internet montraient son intention, et le rapport de laboratoire du restaurant était la preuve de son exécution. Je me suis penché en arrière et, pour la première fois, l'ampleur monstrueuse de ses actions est devenue claire. Ce n'était pas seulement un fils essayant de tuer son père pour de l'argent. C'était un stratège exécutant un plan méticuleusement documenté. Il avait étudié mes dossiers médicaux comme un général étudie une carte du territoire ennemi, cherchant le point de faiblesse précis pour lancer son attaque. Il avait abordé mon meurtre avec la précision clinique et détachée d'un scientifique résolvant une équation. Ma vie était une variable qu'il devait éliminer. L'intimité de l'acte fut ce qui me brisa. Il avait pris les informations les plus privées sur mon existence, les données mêmes que les médecins utilisaient pour me maintenir en vie, et il les avait militarisées contre moi. C'était la perversion ultime du lien entre un parent et un enfant. Un fils est censé être un protecteur, un gardien dans la vieillesse. Mon fils s'était fait mon assassin. À cet instant, tout sentiment persistant que j'avais pour lui, tout fantôme du garçon qu'il avait été, s'est transformé en cendre et s'est envolé. L'homme qui avait fait cela n'était pas mon fils. C'était un étranger, un prédateur froid et calculateur qui me regardait et ne voyait pas un père, mais un obstacle. Le lien émotionnel, le cordon qui m'avait lié à lui pendant 40 ans, fut finalement et irrévocablement rompu. La colère avait disparu maintenant, remplacée par quelque chose de bien plus froid et de bien plus dangereux, une profonde certitude vide. Il n'y avait plus de questions. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait que la phase finale. Le temps de l'enquête était terminé. Le temps de l'action était arrivé. J'ai pris mon téléphone. Je n'avais pas besoin de chercher le numéro d'Hélène. J'ai composé. Elle a répondu immédiatement. « Tu l'as vu » demanda-t-elle, sa voix tendue de rage. « Je l'ai vu » répondis-je. Ma propre voix était calme, stable et dénuée de toute émotion. C'était la voix que j'utilisais lorsque j'étais sur le point de conclure une affaire. La voix que j'utilisais lorsque j'étais sur le point de gagner. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le tableau est complet. Que veux-tu faire, Jacques ? Il est temps de fixer la réunion, dis-je. Réserve la salle de conférence principale pour mardi prochain. Dis-leur que c'est la signature formelle de la fiducie familiale Martel. Dis-leur de venir préparer à célébrer. Je fis une pause, regardant par la fenêtre le ciel bleu clair. Il est temps de lire le testament, pour ainsi dire. Sauf que la seule chose que je prévois de donner à mon fils, c'est la vérité. Chaque dernier morceau accablant de celle-ci. Le jour de la réunion est arrivé sous un ciel couleur ardoise. Je me tenais près de la fenêtre de la salle de conférence du 40e étage d'Hélène, regardant la ville en contrebas. Les voitures ressemblaient à de minuscules insectes métalliques, chacun se déplaçant avec un but, complètement inconscient de l'événement silencieux et bouleversant qui était sur le point de se produire bien au-dessus d'eux. La pièce elle-même était conçue pour le pouvoir. Une longue table en acajou sombre, polie jusqu'à obtenir un éclat miroir, reflétait la lumière grise de l'extérieur. 12 chaises en cuir à haut dossier se tenaient comme des sentinelles silencieuses et imposantes. Ce n'était pas un endroit pour des conversations familiales. C'était un endroit où des fortunes se faisaient et des avenirs se brisaient. Hélène et moi étions là depuis 1 heure à nous préparer. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous n'en avions pas besoin. Chaque étape avait été chorégraphiée. Chaque document vérifié 3 fois. Sur la table, devant sa chaise, se trouvait une pile nette de 5 épais dossiers bleus. Pour n'importe qui d'autre, ils auraient ressemblé à de la paperasse juridique standard. Pour nous, c'était un arsenal. Elle les ajusta légèrement, alignant leurs bords avec une précision parfaite. C'était le geste calme et méthodique d'un chirurgien disposant ses instruments avant la première incision. À 10 heures précises, la porte s'ouvrit. Étienne et Béatrice entrèrent, et ils apportèrent avec eux une vague d'énergie triomphante qui semblait étrangère dans la pièce solennelle et silencieuse. Ils étaient habillés pour l'occasion. Étienne portait un costume sur mesure que je n'avais jamais vu auparavant, et Béatrice était dans une robe lumineuse et d'apparence coûteuse, une touche de couleur vive contre les tons sourds de la pièce. Il rayonnait, dégageant une sorte de bonheur maniaque et étourdi qui vient d'une victoire longuement attendue. « Papa » claironna Étienne, son sourire si large qu'il en paraissait douloureux. Il s'avança et m'enlaça. C'était la première fois qu'il initiait une étreinte en 20 ans. Je restais parfaitement immobile, les bras le long du corps, endurant le contact. C'était comme être étreint par un étranger, son contact une violation qui me donnait la chair de poule. Il sentait l'eau de Cologne chère et la cupidité. Béatrice était juste derrière lui, déposant un baiser sur ma joue. « Jacques, tu as l'air merveilleux » gazouilla-t-elle, ses yeux pétillants. « Tu vois, on t'avait dit qu'un peu de repos était tout ce dont tu avais besoin. »
Son regard passa au-delà de moi, se fixant sur la pile de dossiers sûrs. La table. Une lueur d'avarice pure et sans mélange. Elle fut là et disparut en une seconde, mais je l'ai vue. Ils saluèrent Hélène avec un air désinvolte, presque dédaigneux. « Hélène, content de vous voir », dit Étienne, se dirigeant déjà pour prendre un siège. Pour eux, elle n'était que l'employée, la fonctionnaire juridique traitant leur manne. Ils n'avaient aucune idée qu'ils regardaient l'architecte de leur ruine. Ils s'assirent de l'autre côté de la table, une image parfaite d'un couple heureux sur le point de devenir fabuleusement riche. Ils se tenaient la main, leurs doigts entrelacés. Béatrice ne pouvait s'empêcher de sourire, ses yeux passant continuellement de mon visage au dossier bleu. Étienne se pencha en arrière dans sa chaise, affectant un air de commandement désinvolte, comme si cette pièce, cette table, cette fortune était déjà sienne. « Alors, » dit-il en se frottant les mains, « le grand jour. La signature de la fiducie familiale Martel. Ça sonne bien, n'est-ce pas, chérie ? » « Ça sonne comme un héritage, » répondit Béatrice, sa voix douce et révérencieuse. Je les observais, un scientifique observant un spécimen sous un microscope. J'étudiais leurs expressions, leur langage corporel, la façon dont leurs yeux s'illuminaient quand ils parlaient de l'avenir, un avenir construit sur ma mort, un avenir qui n'arriverait jamais. Une étrange sorte de calme s'installa en moi. Je ressentis un détachement profond, presque extracorporel. Je mémorisais ce moment, cette dernière scène fugace de leur ignorance bienheureuse. C'était la dernière fois que je les verrais sourire. Hélène, toujours professionnelle, leur offrit du café ou de l'eau. Ils acceptèrent tous les deux de l'eau, leur excitation les rendant assoiffés. Pendant que l'assistante servait, Étienne parlait déjà de projet. « On pensait à un voyage dans les îles grecques pour fêter ça, » dit-il en me regardant. « Tu devrais venir, papa. Tu mérites de vraies vacances. »« C'est gentil de ta part, mon fils, » dis-je, ma voix égale. La pièce devint silencieuse lorsque l'assistante partit, la lourde porte se refermant derrière elle avec un air de finalité. Le son semblait résonner dans l'espace silencieux. C'était le son d'une serrure qui se tourne, le son du piège qui se referme. Hélène s'assit, sa posture parfaite, son expression indéchiffrable. Elle posa ses mains à plat sur la table, encadrant la pile de dossiers. Elle regarda directement Étienne, puis Béatrice, son regard les tenant pendant un long et inconfortable moment. L'énergie étourdie dans la pièce commença à tourner, remplacée par le premier léger soupçon de malaise. « Merci à vous deux d'être venus », commença-t-elle, sa voix nette et claire, coupant le silence. « Avant de procéder à toute signature, il y a quelques points préliminaires à l'ordre du jour que nous devons aborder. » Son ton était purement professionnel, mais le regard dans ses yeux était tout autre. C'était le regard d'un prédateur qui sait que la chasse est déjà terminée. Le sourire d'Étienne vacilla, juste une seconde. La main de Béatrice se resserra sur la sienne. L'air s'épaissit, lourd de vérités non dites. La performance était terminée. L'exécution était sur le point de commencer. Hélène laissa le silence s'étirer dans la pièce pendant un long moment. Elle croisa les mains sur la table, son expression aussi calme et indéchiffrable qu'une statue de marbre. Étienne et Béatrice s'agitèrent, leur sourire triomphant commençant à ressembler à des masques fragiles. « Merci à vous deux d'être venus, » dit-elle à nouveau, sa voix coupant nettement la tension. Comme je l'ai dit, il y a quelques points préliminaires abordés avant toute signature. Elle attrapa le premier dossier de la pile. Le léger bruit de son ouverture fut anormalement fort dans la pièce silencieuse. Elle fit glisser un unique document sur la table polie vers eux. C'était le rapport de laboratoire. « Point 1, » déclara Hélène, sa voix dénuée d'émotion. « Ceci est un rapport toxicologique d'un laboratoire privé certifié, réalisé sur un échantillon prélevé à la table de votre père au restaurant Le Belvédère il y a 2 semaines. » Les yeux d'Étienne se posèrent sur le papier. Son visage se figea. Hélène n'eut pas besoin de le laisser lire. Elle connaissait déjà le contenu par cœur. Il détaille une concentration de tartrate de métoprolol environ 25 fois supérieure à la dose thérapeutique standard. Une dose qui, selon les notes du laboratoire, serait, et je cite, quasi certaine d'induire un infarctus du myocarde mortel chez un patient ayant les antécédents cardiaques connus de M. Martel. Béatrice fixa le papier, puis son mari, la confusion luttant avec une horreur naissante sur son visage. Étienne ne la regarda pas. Il ne le pouvait pas. Il fixait simplement les mots accablants en noir et blanc. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, Hélène avait déjà ouvert le deuxième dossier. Point 2, annonça-t-elle en faisant glisser un épais bilan financier sur la table pour qu'il atterrisse à côté du premier. Ceci est un bilan complet de votre situation financière actuelle, un résumé consolidé de tous vos actifs et passifs. Elle marqua une pause, leur laissant absorber la page de titre.
Il détaille 2 hypothèques en souffrance, plusieurs saisies de véhicules en attente et une dette non garantie combinée de 2 340 000 €. Il note également que les procédures de saisie de votre maison devaient commencer le mois prochain. La couleur quitta le visage de Béatrice. La dernière de sa lueur joyeuse s'éteignit, remplacée par une pâleur pâteuse et maladive. Sa main, qui reposait sur celle d'Étienne, se retira comme si elle avait été brûlée. Le fantasme s'était évaporé. La laide réalité était maintenant posée sur la table entre eux. Je ne comprends pas, balbutia Béatrice en me regardant. Qu'est-ce que c'est? Hélène l'ignora. Elle ouvrait déjà le 3e dossier. Point 3. Ceci est la transcription d'un appel téléphonique passé par vous, Madame Martel, à la galerie d'art Alouette à Paris. Les yeux d'Hélène, froids et vifs comme des éclats de glace, se fixèrent sur ceux de Béatrice. Elle lut la page d'un ton monocorde et plat. Mon beau-père, Jacques Martel. Sa santé s'est dégradée. Il est en fin de vie, je le crains. Il m'a chargé de m'occuper discrètement de la cession de la collection. Étienne regarda enfin sa femme, son expression un mélange d'incrédulité et d'accusation. Il connaissait la dette, mais je pouvais voir que ceci était nouveau pour lui. C'était sa propre trahison privée. Et enfin, dit Hélène, sa voix baissant, point 4. Elle ouvrit le dernier dossier et fit glisser son contenu sur la pile croissante de preuves. Une copie d'un mandat de protection future falsifié, déposé à l'hôpital Nord il y a 3 mois, et un journal correspondant de recherche Internet effectué à partir de téléphones prépayés pour des phrases incluant « mais sans illimité »,« dosage létal métoprolol » et « comment simuler une mort naturelle ». C'était tout. La pièce finale. La pièce était absolument silencieuse. Il n'y avait ni respiration, ni mouvement. C'était le silence d'une tombe. Étienne et Béatrice n'étaient plus des personnes. Ils étaient des statues de terreur, leurs visages figés dans des expressions d'horreur pure et abjecte. Le bel avenir qu'ils célébraient quelques minutes auparavant avait été systématiquement et brutalement démantelé sous leurs yeux. Béatrice retrouva sa voix la première, un murmure faible et tremblant. C'est une erreur. Nous n'avons pas. Je n'ai pas. C'est alors que je parlais. Ma voix n'était pas en colère. Elle n'était pas forte. Elle était remplie d'une lassitude si profonde qu'elle semblait aspirer tout l'air de la pièce. Je regardais directement mon fils. Il n'y aura pas de fiducie familiale, Étienne. La finalité de mes mots les frappa comme un coup physique. La dernière lueur d'espoir désespérée dans leurs yeux mourut. Hélène prit le relais. Votre père a raison, dit-elle, son ton professionnel revenant. Il n'y a pas de fiducie à signer car la disposition des 58 millions d'euros a déjà été finalisée. Elle laissa cette déclaration en suspens un instant. La totalité de la somme a été transférée dans une fondation caritative irrévocable nouvellement créée. Elle s'appelle la Fondation Élise Martel. Je regardais leur visage tandis qu'Hélène continuait, tournant le couteau dans la plaie avec une précision juridique froide. Les statuts de la Fondation visent à fournir des subventions à de jeunes artistes émergents et à financer des refuges pour animaux et des efforts de préservation de la faune, les 2 causes qui tenaient le plus à cœur à votre mère dans ce monde. Elle regarda de l'un à l'autre. Les documents ont été signés et légalement enregistrés la semaine dernière. La Fondation est déjà opérationnelle. Vous n'avez aucun accès. Vous n'avez aucun contrôle. Vous ne verrez pas un seul centime. L'effondrement fut total. Béatrice laissa échapper un son, un demi-sanglot, un demi-hoquet. Étienne resta assis là, brisé, son monde démoli. Et puis je leur exposai leur avenir. Vous avez 2 choix, dis-je, ma voix aussi calme et stable que la main d'un chirurgien. Ce sont les 2 seuls choix qu'il vous reste dans ce monde. Alors, je vous suggère d'écouter attentivement. Option 1. Nous mettons fin à cette réunion maintenant. Hélène passera un appel au procureur de la République, avec qui elle entretient une relation de travail très étroite. Toute cette collection de preuves sera sur son bureau d'ici 1 heure. Vous serez arrêtés et inculpés pour complot, fraude et tentative de meurtre. Les preuves sont accablantes. Vous serez tous les 2 condamnés. Vous passerez des décennies en prison. Vos vies telles que vous les connaissez seront terminées. Je l'ai laissé imaginer. Les menottes, le procès, la cellule. Ou, continuai-je, il y a l'option 2. Hélène fit glisser un unique et épais document sur la table, suivi d'un stylo. Vous signez ceci. C'est un accord légalement contraignant et irrévocable. Vous y renoncez à toute réclamation future sur ma succession ou celle de votre mère. Vous céderez l'acte de propriété de votre maison, dont les hypothèques ont été entièrement payées par une société holding et dont le titre est maintenant contrôlé par la Fondation, à la Fondation Élise Martel.
Vous ferez chacun une seule valise et vous sortirez de ce bureau et de ma vie pour toujours. Vous ne me contacterez plus jamais, ni personne qui m'est associé. En retour, terminé je ne porterai pas plainte. Ces preuves, dis-je en désignant la pile sur la table, seront placées dans un coffre-fort sécurisé, détenu en dépôt fiduciaire par ce cabinet. Si jamais vous violez les termes de cet accord de quelque manière que ce soit, elles seront immédiatement remises aux autorités. Vous aurez votre liberté, mais vous n'aurez rien d'autre. Vous repartirez de zéro avec rien d'autre que les vêtements que vous portez. Je me penchai en arrière dans ma chaise. Hélène et moi ne dîmes plus rien. Le choix leur appartenait. La ruine ou la prison. L'effacement ou l'extinction. Le stylo reposait sur la table entre eux, attendant. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le choix était entre une vie en ruine et pas de vie du tout. Je regardai la main de mon fils, tremblant légèrement, attraper le stylo. Il ne lut pas le document. Il signa simplement son nom sur la ligne indiquée par Hélène. Sa signature, autrefois si assurée, était maintenant le gribouillage à peine lisible d'un homme vaincu. Il poussa les papiers vers Béatrice. Ses larmes tombèrent silencieusement sur la page, faisant baver l'encre alors qu'elle ajoutait son propre nom à la reddition. Ils se levèrent, leur mouvement lent et robotique. Ils ne me regardèrent pas. Ils ne le pouvaient pas. Ils sortirent de la salle de conférence, laissant derrière eux leur cupidité, leur ambition et tout leur avenir. La lourde porte se referma derrière eux, et dans le silence qui suivit, je ne ressentis pas la victoire, mais la tristesse profonde et silencieuse d'une fin nécessaire. C'était il y a 3 mois. Les saisons ont changé. Je ne suis pas dans ma grande maison silencieuse. Je me trouve dans une petite galerie d'art lumineuse du centre-ville. L'air sent la peinture fraîche et la possibilité. Les murs sont couverts de toiles audacieuses et vibrantes, le travail de jeunes artistes qui voient leurs rêves se réaliser pour la première fois. C'est l'exposition inaugurale financée par la Fondation Élise Martel. Une jeune femme avec des taches de peinture sur les mains et un feu dans les yeux se tient à côté de moi, expliquant son œuvre. C'est une explosion de couleurs chaotiques et magnifiques qui me rappelle tellement ma femme. Je l'écoute vraiment, et je souris. C'est un sourire sincère, un de ceux qui atteint mes yeux. Il me semble peu familier, mais bienvenu. J'avais l'habitude de penser qu'un héritage était quelque chose que l'on transmettait, un flambeau de richesse et d'actifs passé d'une génération à l'autre. J'ai passé toute ma vie à construire quelque chose à donner à mon fils. Je vois maintenant que j'avais tort. Un véritable héritage n'est pas ce que vous laissez à votre famille. C'est ce que vous laissez dans votre communauté. Ce sont les opportunités que vous créez, le bien que vous mettez dans le monde qui continuera de croître longtemps après que votre nom soit oublié. En enlevant une fortune que mon fils n'avait pas méritée, je lui ai donné la seule chose que mon argent ne pourrait jamais lui acheter, la chance de construire sa propre vie. Une vie qui doit être bâtie sur le travail et le caractère, non sur un héritage. Qu'il saisisse cette chance ou non est son choix, pas le mien. Son histoire lui appartient maintenant. Mais plus important encore, nous avons pris la chose sombre et laide que sa cupidité avait créée, et nous l'avons transformée. Nous avons transformé la trahison d'un fils en la première exposition d'un artiste. Nous avons transformé le poison en peinture. Nous avons transformé un héritage potentiel en une opportunité réelle pour des centaines de personnes que je ne rencontrerai jamais. Ce faisant, j'honore ma femme d'une manière que la vente de sa collection n'aurait jamais pu faire. Je maintiens son esprit en vie, non pas en le préservant dans une maison silencieuse, mais en le laissant alimenter les rêves des autres. Je n'ai pas trouvé la paix dans la vengeance. Je l'ai trouvée dans un but.